Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans la Bibliothèque 2, cette série de rencontres proposées par le quotidien d'idées AOC et la Fondation Pernod Ricard, dont le principe, vous commencez à le connaître, j'espère, puisque cette série existe maintenant depuis plus de 3 ans, consiste à proposer à une personnalité de choisir 10 livres qu'il ou elle emporterait sur une île déserte. Alors on a depuis le début tenté de varier les univers d'origine de ces personnalités. On a reçu beaucoup d'artistes de différents domaines de la création, évidemment des arts plastiques, mais aussi du cinéma ou de la littérature, de l'architecture récemment, mais aussi de temps en temps des chercheurs ou des chercheuses en sciences humaines, des intellectuels. Et ce soir, c'est le représentant d'une discipline que nous n'avons jusqu'à présent pas reçue, qui va se prêter à l'exercice. Jean-Paul Demoule, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéologue, vous êtes professeur émérite de proto-histoire. Alors j'ai appris qu'on disait plutôt proto-histoire que préhistoire. Oui, c'est à partir du moment où on invente l'agriculture et l'élevage qu'on appelle le néolithique, et comme c'est la coupure la plus radicale dans l'histoire humaine. Sinon, ce soir, on serait sous une forêt vierge tempérée à ramasser des champignons et des fraises des bois. Effectivement, on considère que c'est plus la préhistoire, c'est quelque chose d'autre qu'on appelle en France, faute de mieux, proto-histoire. Et c'était le titre de ma chaire universitaire. Voilà, chaire universitaire à l'université Paris 1, donc, et vous êtes précisément spécialiste de ce que l'on appelle la néolithisation de l'Europe. Oui. Vous avez travaillé sur l'âge de fer, vous avez travaillé aussi à des questions plus épistémologiques, des questions un peu réflexives sur ce qu'est l'archéologie et les usages politiques, y compris contemporains de l'archéologie. Et puis, vous n'êtes pas seulement un chercheur, un enseignant, vous êtes aussi quelqu'un qui a joué un rôle important et continue de le faire dans le domaine des politiques publiques en la matière, parce que vous êtes à l'origine de l'INRAP. Et donc, vous avez dirigé l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est une institution importante pour préserver la possibilité que des fouilles aient lieu. Ça vous est même arrivé d'ailleurs de le faire à propos d'art le plus contemporain, en fait, Jean-Paul Demoule. On en parlait à l'instant. Oui, dans ma collaboration avec Daniel Spuri, mais effectivement, pour ce qui est de l'archéologie dite préventive, j'étais pas tout seul, c'était le combat d'une génération. Quand on est arrivé sur le marché du travail en 1970, tout était détruit, c'est-à-dire tout le premier réseau d'autoroutes a été fait sans aucune fouille préventive. Et quand on sait que maintenant on trouve un site archéologique important tous les kilomètres, il faut se rappeler que si on va de Lille à Nice, il y avait 1200 sites qui ont été détruits sans aucune observation archéologique. Donc on s'est battu pendant 30 ans. La France était très en retard par rapport à d'autres pays européens, parce que la vraie archéologie, celle qui est au musée du Louvre, c'est l'Orient, la Grèce et Rome, et il n'y avait rien pour le territoire métropolitain. Donc effectivement, on a mis en place progressivement, on a réussi à avoir une loi en 2001 et on a mis en place l'institut qui allait avec. Mais oui, la dernière fouille que j'ai faite portait sur un site de 1983 après Jésus-Christ, un artiste, Daniel Spuri, qui avait enterré un repas entier. Dans ma génération aussi d'archéologues, notre but c'était de nous débarrasser de l'histoire de l'art, parce que trop longtemps, justement, le département où j'enseignais à Paris 1 s'appelait Histoire de l'art et archéologie. Trop longtemps, l'archéologie, c'était la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace, le Parthénon. Donc on a voulu se débarrasser de l'histoire de l'art, construire une archéologie anthropologique, les moindres objets, y compris invisibles, comme les pollens, étant importants. Mais symétriquement, des artistes se sont rapprochés, ont une démarche archéologique en réfléchissant sur qu'est-ce qui allait rester de nos sociétés, l'envahissement par les déchets, etc. Et donc ça m'a amené à travailler avec Daniel Spuri, plus récemment avec Sophie Calle. Avec Sophie Calle, avec laquelle vous avez conçu cette exposition récente au musée d'Orsay à propos du
travail qu'elle avait mené dans ce qui était à l'époque l'hôtel de la gare d'Orsay. Oui, l'hôtel d'Orsay a été abandonné. Il y avait différents projets sur la gare d'Orsay qui s'appelait jadis la gare d'Orléans, construit en 1900 au moment de l'exposition universelle. Et donc la gare et l'hôtel, est-ce qu'on allait tout raser et faire des tours comme ailleurs, ou est-ce qu'on allait en faire un musée? Et donc dans l'entre-deux, l'hôtel était abandonné, et donc Sophie Calle, qui n'était pas encore Sophie Calle, elle avait 25 ans, se promenait dans cet hôtel abandonné et ramassait des débris divers, prenait des photos et a gardé ça pendant 40 ans. Et comme on se connaissait déjà, et que le musée d'Orsay, l'ayant appris, lui a proposé de faire une exposition, on a travaillé sur justement cette démarche archéologique qui a consisté à ramasser ces débris. Qu'est-ce qu'on pouvait en dire? On pouvait faire deux discours qui étaient aussi bien leur description maniaque comme n'importe quel objet archéologique, et puis aussi imaginer ce que dirait un archéologue dans 1000 ans pour essayer de comprendre c'est quoi ce bout de téléphone, cette sonnerie, ce manomètre. Est-ce que c'est un objet cultuel? Ce qu'on dit souvent en archéologie quand on ne sait pas quoi dire, parce que on prend moins de risques en considérant que c'était cultuel. Voilà, c'était l'idée de cette exposition. Vous êtes l'auteur, parce qu'on est là pour parler de livres, vous êtes l'auteur de très nombreux livres, soit écrits tout seul, soit des directions d'ouvrages, des livres très pointus, scientifiques, et puis d'autres de vulgarisation de l'archéologie. Je ne vais pas les citer là, mais je voulais peut-être pour commencer ce jeu de l'île déserte, vous demander si au fond c'était à travers les livres et par les livres que vous aviez eu l'idée ou l'envie de devenir un jour archéologue. J'ai eu envie d'être archéologue quand j'avais 6 ou 7 ans, comme plein d'enfants, mais seuls les obsessionnels comme moi deviennent vraiment archéologues. Je me souviens qu'à l'université, beaucoup de mes collègues passaient leur temps à décourager les étudiants et leur dire il n'y a pas de travail en archéologie. Quand j'ai commencé, il y avait 600 archéologues professionnels. Maintenant, il y en a plus de 4000. Donc, on peut effectivement trouver du travail en archéologie, surtout préventive maintenant qu'il y a une loi. Mais comme tout le monde, ce qui me faisait rêver au départ, c'était l'Égypte, Toutankhamon, Ramsès II, etc. Ce qui est le plus spectaculaire. Et puis ensuite, comme mes parents étaient profs de lettres, on m'a expliqué que la vraie archéologie, c'était Athènes. Qu'il fallait faire l'école d'Athènes et que pour cela il fallait faire l'école normale supérieure. Donc j'ai fait très sagement, mais quand j'ai commencé à préparer l'école d'Athènes, c'était un peu un cauchemar intellectuel. C'était la céramique grecque, les statues grecques, etc. Et j'avais commencé à m'intéresser justement au néolithique, à la préhistoire, aux travaux de Gordon Childe, qui est grand archéologue anglo-saxon de l'entre-deux-guerres. Et donc j'ai arrêté l'école d'Athènes. J'ai par ailleurs fouillé en Grèce et travaillé sur le néolithique grec, mais je me suis reconverti sur ces périodes, justement sur cette période du néolithique qui m'a paru beaucoup plus intéressante. Mais cette découverte de l'Égypte s'est passée à travers des livres. Il y a des livres précis dont vous vous souvenez de la lecture enfant ou de la contemplation, si c'est des livres d'images? Je me souviens du médecin de famille chez qui on allait de temps en temps, le docteur Arnaud, il s'appelait avant, où habitaient mes parents, et qui avait une bibliothèque et qui s'intéressait beaucoup à l'archéologie. Donc je me souviens d'avoir feuilleté ces livres, et puis après d'avoir lu ces récits de découverte, plus Ramsès II que Toutankhamon notamment. Et donc, effectivement, c'est ça qui fait que beaucoup d'enfants ont envie d'être archéologues. C'est l'idée de la découverte du trésor, etc. C'est Indiana Jones aussi. Tintin, j'imagine, à l'époque, presque. Pas trop, parce que justement, comme mes parents étaient profs de lettres, on n'avait pas le droit de lire des bandes dessinées. C'était mal, comme le chewing-gum, le Coca-Cola, etc. Donc Tintin, ça m'a pas... D'ailleurs, je ne suis pas du tout fanatique de Tintin. On oublie trop souvent le Tintin au pays des soviets, qui est quand même extrêmement réactionnaire, ou le Tintin antisémite qui a été un peu arrangé, ou le Tintin raciste de Tintin au Congo. Donc
Il paraît que Hergé était quand même un brave homme, mais je ne suis pas fanatique de Tintin. Alors justement, la littérature, vous disiez que vos parents étaient profs de lettres. Vous étiez, j'imagine, du coup, un lecteur de littérature assez jeune. Votre liste, on va s'en apercevoir ce soir, est très, très, très littéraire. Oui, même, la maison était envahie de livres et je m'étais dit que ensuite, moi, j'aurais jamais de livres. Et au début, pendant quelques années, j'avais très peu de livres. Et puis finalement, maintenant, ai-je calculé entre 150 et 200 mètres linéaires de bibliothèque de Billy de Ikea, le meilleur rapport qualité-prix sans faire de publicité. Et donc les livres m'ont rattrapé et je n'arrive pas à me débarrasser. Et en plus, quand vous êtes à un certain moment de votre carrière, tout le monde vous envoie des livres, donc c'est difficile après Et en plus, maintenant, aucune bibliothèque ne prend de livres. Je ne sais pas ce que ces livres deviendront à ma mort, mais peut-être que mon laboratoire CNRS les gardera par gentillesse, mais sinon les bibliothécaires n'aiment pas parce qu'ils préfèrent acheter des livres neufs. On scanne juste le code barre et on les enregistre, tandis que faire rentrer, etc. Et j'ai conscience d'être né un peu trop tôt, parce que déjà beaucoup de revues scientifiques sont purement sur Internet, donc je pense que tout ce qui sera scientifique dans 50 ans sera sur Internet. Toutes les études sur les bibliothèques concluent à la disparition des bibliothèques. Le livre et le papier, c'est un tout petit moment dans l'histoire de l'humanité, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres formes beaucoup moins encombrantes. D'ailleurs, vous êtes un lecteur numérique assidu, non seulement d'AOC, mais vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Oui, on n'a pas tellement de choix si on veut rentrer dans le débat. J'avais aussi un blog que j'ai un peu mis en suspens parce qu'on peut pas être partout à la fois. Mais effectivement, je suis Twitter. Je participe pas du tout exceptionnellement au débat politique. J'y suis essentiellement pour des raisons scientifiques, pour suivre effectivement l'actualité scientifique et puis donner de temps en temps un modeste avis. D'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai pas parlé de la séance de ce soir, mais comme vous l'avez fait, ça suffit. Alors, on commence, Jean-Paul Demoule, on attaque votre livre avec le premier titre dont j'ai cru comprendre que celui-là s'est imposé immédiatement. C'est un choix sans doute classique aujourd'hui, mais un livre extraordinairement important pour beaucoup d'entre nous, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Oui, effectivement, je reconnais que c'est pas très original, effectivement, mais ça pourrait paraître scolaire, mais c'est un livre qui de tout temps est resté, dont j'ai des vers épars dans ma tête, qui à la mort successive de mes deux parents, c'est ce qui m'a permis justement de gérer ça, quoi, de relire des poèmes de Baudelaire, et quand ça, dans les moments un peu difficiles, je relis Les Fleurs du Mal en les ouvrant au hasard, même s'il y en a évidemment qui sont beaucoup plus connus que d'autres, notamment les 6 qui avaient été censurés par le sympathique régime de Napoléon III. Et donc, oui, c'est à la fois la forme et le fond sont pour moi tout à fait essentiels, et j'espère ne pas être le seul. Pardon, vous vous souvenez la première fois que vous avez rencontré cette œuvre? C'était sous forme de poème qu'on apprend à l'école, ou c'était déjà de la lecture Non, c'était sûrement à l'école, au collège ou au lycée, de manière un peu bizarre. C'est comme pour l'histoire, je sais pas comment c'est maintenant dans les collèges et les lycées, mais la littérature française, on commençait au Moyen-Âge quand on était en 6e ou 5e, et puis on suivait, et à la fin c'était le XXe siècle en terminale, ce qui est un peu bizarre parce que justement le Moyen-Âge est quand même Villon, etc., la chanson de Roland,
c'est quand même peut-être plus difficile que les romans du XXe siècle, mais en tout cas c'était comme ça, donc j'ai dû le rencontrer à ce moment-là au cours de mes études. J'ai fait toutes mes études à l'époque ça s'appelait un lycée, le lycée Michelet, mais on commençait à la 11e, c'est-à-dire le cours préparatoire, et j'ai fini 12 ans plus tard en terminale avant de passer en classe préparatoire, cette fois dans un autre lycée. Et aujourd'hui, vous disiez que vous ouvriez au hasard ce recueil de Baudelaire. Est-ce qu'il y a malgré tout certains des poèmes, si je vous avais demandé les 10 poèmes des Fleurs du Mal que vous auriez emportés sur une île déserte, vous auriez pu faire la liste? Pas forcément, justement, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et il y en a qu'on peut redécouvrir. Bon, il y a ceux que tout le monde connaît, l'Albatros, la très chère était nue, etc. Et connaissant mes goûts, que ces bijoux sonores, etc. Donc il y en a un certain nombre qui sont très connus, mais c'est pas parce qu'ils sont connus qu'il faut les oublier. Mais c'est vrai que j'en redécouvre régulièrement. Mais cela dit, c'est pas quelque chose que je fais tous les soirs, hein. Ça dépend des moments. Et la poésie, de manière générale, vous en êtes un lecteur régulier? Oui, plutôt plus que les romans. Je lis assez peu de romans contemporains, par exemple, très peu, ou un peu par accident, parce qu'on m'en offre. J'ai essayé de lire Houellebecq qu'on m'avait recommandé, mais j'ai pas vraiment pu. J'ai lu effectivement Vernon Subutex presque jusqu'à la fin, et aussi King Kong Theory, mais c'est assez rare. J'ai essayé de lire Annie Ernaux, mais j'ai pas encore vraiment réussi. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il n'y avait aucune femme dans ma liste, et donc j'ai eu dans un premier moment honte, et avec mon interlocutrice, on a commencé à chercher quelle femme on aurait pu avoir. Donc j'ai lu des romans de George Sand, par exemple, comme je suis berrichon de souche, c'est la grande dame de la région, et j'ai lu des romans. Il y a La princesse de Clèves, bon, etc., Madame de Staël, Simone de Beauvoir, bon, etc. Mais effectivement, je constate à ma grande honte que la parité n'est pas dans ma liste. Alors, il doit bien y avoir quelques autrices dans le volume suivant que vous avez choisi, parce qu'en fait, c'est pas un volume, c'est, dans mon souvenir, 22 volumes. C'est l'Encyclopædia Universalis. Oui, vous avez été très gentil de l'accepter comme un seul volume, effectivement. D'autant plus que l'édition papier est en partie périmée. Maintenant, tout est en ligne, et je collabore, j'écris régulièrement des articles dans ce cadre, donc qui maintenant sont en ligne. Mais effectivement, déjà la formation familiale de mes parents, très souvent se posait des questions, tout finissait dans un dictionnaire, on regardait, on se demandait. Il n'y avait pas le web. Voilà, c'est ça, il y avait. Alors que maintenant, effectivement, sauf que le web, il faut faire le tri, et il n'y a pas du tout le tri. Et donc là, on pouvait se fonder. J'ai toujours l'encyclopédie Larousse en 7 volumes du début du XXe siècle, qui est une mine sur certaines choses. Donc l'Encyclopædia Universalis, comme son nom l'indique, il y a à peu près tout, même si l'édition papier se périme. Donc je pense que c'est pareil, c'est des choses qu'on peut ouvrir au hasard, où j'aimais bien... justement, quand j'étais encore enfant ou étudiant, ouvrir un dictionnaire au hasard et puis aller de renvoi en renvoi pour me promener comme ça. Donc c'est bien. Vous m'avez toujours pas dit d'ailleurs où était l'île déserte en question, s'il y avait des rayonnages, comment on pouvait faire. Ouais, il y a peut-être la possibilité de se faire livrer des Billy au kilomètre, je sais pas. D'accord, bon. C'est vous qui savez, hein, parce que moi je n'arrive pas à savoir où est cette île. On ne sait toujours pas après nombre de rencontres, mais on va finir par la trouver. Mais vous êtes donc un lecteur de dictionnaire ouvert au hasard, un lecteur d'encyclopédie. Oui. Ça, c'est une chose
intéressante parce qu'on parle de numérique un peu depuis tout à l'heure. On peut avoir le sentiment qu'à la fois le numérique permet Wikipédia, par exemple, mais d'un autre côté, il y a des forces puissantes de ces outils numériques qui, au contraire, nous cantonnent à des bulles de centres d'intérêt ou de spécialités et vont contre une sorte d'ouverture d'esprit ou d'esprit encyclopédique. Comment vous faites pour lutter contre ça ? C'est vrai que souvent je suis un utilisateur de Wikipédia si je cherche quelque chose parce que c'est plus rapide. Encyclopédia Universalis, comme je suis contributeur, j'ai un accès gratuit. Je vous donnerai pas mon code, mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Puis des fois les articles sont un peu vieux. Alors, l'intérêt de Wikipédia, c'est qu'effectivement on l'a tout de suite et puis on peut faire l'historique aussi, on voit ce qui a été changé. Et puis j'ai un intérêt personnel, c'est que ma notice Wikipédia et celle du livre que j'ai écrit sur les Indo-Européens qui va avec a été attaqué régulièrement par l'extrême droite. Donc j'ai même été obligé de demander une médiation à Wikipédia pour obtenir qu'on change un certain nombre de choses sur ma notice. Et moi, symétriquement, je me promène des fois sur Wikipédia et je rectifie. Par exemple, actuellement, dans le domaine de l'archéologie, ce qui est très à la mode, c'est la génétique. Et comme j'ai travaillé sur cette question des Indo-Européens, pourquoi toutes les langues de l'Europe appartiennent à la même famille, d'où viennent-ils, sont-ils des envahisseurs donc, moi, quand j'interviens, je fais sur mon vrai nom, mais il y a comme sur mes Twitter aussi, mais tous les contributeurs sont sous pseudonyme. Donc il y a notamment un contributeur d'extrême droite qui s'appelle Tontep, je ne voudrais pas le spoiler, mais enfin je le donne, qui met partout de la génétique pour expliquer que grâce à la génétique, on sait tout est résolu, etc. Alors que la génétique est très utile, apporte beaucoup d'informations, mais que si on réduit la culture à la biologie, on retombe dans la craniométrie du 19e siècle, où c'est les formes de crâne qui expliquaient l'histoire. Donc effectivement, je suis de fait relativement impliqué. Je fais pas la chasse sur Wikipédia, mais si je consulte quelque chose et que quelque chose est faux, ça m'agace un peu. Donc régulièrement, les gens reviennent pour recorriger ce que j'ai corrigé, mais bon, tant pis, c'est pas mon métier. Mais ce qui est intéressant dans Wikipédia, c'est que vous avez un historique qui vous dit qui a changé quoi à telle heure. Donc, par exemple, ce Tontep qui fait 20 ou 30 contributions tous les jours, je sais à quelle heure il déjeune, à quelle heure il se couche, etc. Voilà. Il y a un autre dictionnaire dans votre liste, c'est le dictionnaire de la montagne. Oui, je fais beaucoup d'alpinisme. Ça m'a toujours passionné et également comme discipline de vie. C'est-à-dire vous grimpez pas n'importe comment, vous devez être assuré, savoir ce que vous faites. Ça peut être dangereux, effectivement, mais pas complètement. C'est évidemment difficile. Et donc, effectivement, quand on était enfant, on était trois enfants, mes parents allaient dans un village des Hautes-Alpes qui s'appelait La Grave, et en face, il y avait une montagne qui s'appelle la Mèche, qui a quasiment 4000 mètres, qui est le dernier sommet alpin qui a été conquis dans le vocabulaire militaire de la montagne, puisque la montagne était plutôt de droite jusque dans les années 70, et après ça a changé. Ouais, enfin, il y a Sylvain Tesson quand même qui est revenu mettre de la droite dedans. Voilà, c'est ça. Enfin, cela dit, c'est plus un randonneur qu'un alpiniste. Donc la Mèche m'a fasciné, et quand j'ai fait la première ascension avec un ami guide qui est resté un ami, et mon fils aîné en 89, si je me souviens bien, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. On a bivouaqué, on a dormi au sommet, et ensuite
c'était mon premier fils et mes 2 autres enfants, ça fait partie de leur initiation à la vie de faire la mèche. Donc effectivement, j'ai une fascination par la montagne. Ce dictionnaire de la montagne de Sylvain Jouty, c'est un érudit de la montagne et je me plonge au hasard régulièrement dedans sur effectivement les grandes premières, etc. Le seul problème, c'est qu'en 40 ans, j'ai vu, en plus de 40 ans, 50 ans, j'ai vu les glaciers fondre, enfin de reculer de centaines de mètres et la montagne devenir de plus en plus dangereuse parce que tout fond de partout, vous prenez des cailloux qui, à cause du dégel, et on pourra faire de moins en moins de montagnes, ça c'est clair. Vous avez lu par ailleurs je ne sais pas si on appelle ça comme ça, de la littérature de montagne, des récits d'alpinisme Oui, bien sûr. Le sommet de l'Everest par Hilary et son Sherpa Tenzing. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un manga japonais parce qu'il y a toute une légende autour de l'Everest que peut-être un Anglais Mallory l'aurait atteint, mais on ne sait pas. Et on a retrouvé son corps et un appareil photo, mais on ne sait pas s'il est monté là-haut. Donc il y a tout un manga japonais en série qui y est consacré. Il y a les livres de Terray, de Herzog, etc. Oui, j'ai lu. Puis il y a des tas de nouvelles autour de la montagne, des récits tout à fait intéressants, oui. Mais comme j'avais droit qu'à 10 livres, de Brûle, par exemple, il y a un récit qui s'appelle un livre qui s'appelle Variante avec toutes sortes de nouvelles de montagne que j'ai souvent lues et relues. Vous disiez tout à l'heure que finalement vous aviez renoncé à l'école d'Athènes alors que vous y étiez d'une certaine façon destiné. Néanmoins, vous avez fait une petite place sur la liste à Homère. Oui. Tel qu'on était formé pour préparer l'école normale, à l'époque, il y avait pas la seule option qu'on avait, c'était soit grec, soit deuxième langue vivante. Mais sinon, c'était tout le reste, c'était la même chose. Alors que maintenant, il y a des tas d'options, géographie, sociologie, etc. Donc, on était très formé au latin, au grec. Et comme mon père était prof de lettres, quand j'étais adolescent, je lui écrivais en latin pendant les vacances. Je serais tout à fait incapable de faire maintenant. Et dans les épreuves, il y avait une épreuve de grec où on avait une demi-heure pour préparer un texte. Dans mon cas, c'était un texte d'Échille, si je me souviens bien. Enfin, il y avait Oreste, en tout cas, comme personnage. Et puis, on avait une deuxième épreuve. On vous mettait un texte d'Homère sous le nez et il fallait le traduire directement, quoi. Et j'aimais beaucoup ça, et pendant plusieurs années, je relisais Homère, plutôt l'Iliade que l'Odyssée. Et puis petit à petit, ça s'est éloigné, donc j'ai repris quelques années, mais cette fois en trichant avec la traduction à côté. Mais en fait, c'est un grec assez facile, parce que en plus c'était fait pour être répété oralement, donc il y a des formules, Achille au pied ailé, Zeus l'assembleur de nuées, etc. Donc c'est assez facile, mais avec un vocabulaire quand même très spécialisé, le vocabulaire de la guerre, de la vie quotidienne, etc. Mais je continue, c'est le plus ancien texte européen connu, en même temps, et miraculeusement conservé. Donc quand je peux, j'en lis des bouts, et j'aimerais retrouver mon niveau de grec, mais je crois que c'est un peu tard. Mais j'aime beaucoup ce texte, je préfère l'Iliade à l'Odyssée. Pourquoi ? Ulysse, il passe son temps à tromper sa femme il met 10 ans, il part 10 ans pendant la guerre, pour faire la guerre. Pendant 10 ans, il se promène tout autour de la Méditerranée, puis après, il revient, et il est fâché parce qu'il y a des types qui font la cour à sa femme et il les tue en plus. C'est quand même un peu étrange comme comportement. Donc pour moi, c'est pas un personnage sympathique. D'ailleurs, il y a un moment dans l'Iliade
où il y a une espèce de rébellion populaire. Il y a un personnage, Thersites, qui est fâché, dit « il y en a marre de cette guerre ». Et c'est Ulysse qui dit « mais t'es quoi, espèce de gueux ?» et qui lui tape dessus, etc. Donc j'aime pas trop Ulysse. Alors que dans l'Iliade, bon, il y a beaucoup de passages guerriers, mais il y a des passages assez émouvants. Hector avec son fils, Hector et Andromaque, etc. J'ai toujours été pour les Troyens en plus, donc je ne vais pas être pour Ulysse. Il y a une traduction que vous préférez? Vous essayez différents? Non, je prends la traduction très classique, l'édition Budet aux belles lettres, qui est relativement stricte, avec ce qu'on appelle l'apparat critique, c'est-à-dire comme il y a différents manuscrits, donc il y a des tas de notes très érudites en bas de page, mais c'est pas la traduction qui m'intéresse. La traduction, c'est juste pour m'aider à pouvoir relire correctement le texte grec. Et j'ai appris, du coup, comme j'ai quand même, malgré l'école d'Athènes, j'ai quand même fouillé en Grèce, donc j'ai appris le grec moderne, qui ressemble un peu au grec ancien, mais sans la grammaire, quoi, en gros, sans les déclinaisons. Et puis, ils ont retiré tous les mots turcs qui étaient rentrés petit à petit. Donc, c'est un pays, c'est ma deuxième patrie, la Grèce. J'étais très choqué par la manière dont on a traité la Grèce au moment de ses problèmes financiers. J'ai trouvé ça complètement honteux. C'est un pays spécial pour un archéologue, la Grèce, forcément? Oui, bien sûr. C'est censé être les origines, etc., avec un rapport très ambigu, parce que les Grecs n'aiment pas les archéologues, parce qu'il y a le traumatisme de Sir Elgin qui a emporté les marbres du Parthénon avec une permission des Turcs, parce qu'à l'époque c'était l'État turc, donc il l'a fait légalement. Et donc depuis, les Grecs qui sont extrêmement nationalistes ont tendance à embêter les archéologues, puisqu'ils ne peuvent pas forcément violer les traités européens ou jeter les bases américaines à la mer, ou empêcher les Chinois d'acheter le Pirée. Donc des fois ils se vengent un peu sur les archéologues. On n'est jamais sûr d'une année sur l'autre de pouvoir étudier ce qu'on a fouillé et qui est dans un musée, mais sinon c'est des gens que j'aime beaucoup, la langue, la culture, la cuisine, l'état d'esprit, plutôt le nord, c'est-à-dire qui est en dehors des zones touristiques, parce que la zone touristique c'est une toute petite zone, c'est l'Attique et le nord du Péloponnèse, mais quand on va dans le nord, on a des gens beaucoup plus authentiques, et c'est un pays que j'aime beaucoup, effectivement. Je le disais en commençant, vous êtes professeur de proto-histoire de l'Europe. L'Europe, c'est votre territoire. Et vous auriez pu faire de l'archéologie ailleurs, ou cette question de l'Europe vous occupe beaucoup, y compris les batailles idéologiques autour de l'origine, des racines de l'indo-européen dont vous parliez tout à l'heure? Oui, c'est-à-dire que je me suis intéressé au néolithique comme principal sujet d'étude, et donc j'ai commencé à faire des fouilles dans le bassin parisien, dans la vallée de l'Aisne, et à l'époque avec le professeur tchèque qui m'a formé, qui est parti après l'invasion russe en Tchécoslovaquie. J'étais d'ailleurs en Tchécoslovaquie le jour où l'armée rouge est rentrée, et donc avec lui on a monté un programme dans la vallée de l'Aisne, mais en étudiant les sites néolithiques, mais qui étaient en train d'être détruits par les carrières de gravier, comme toutes les grandes vallées du bassin parisien, parce qu'il faut fabriquer du béton. Donc j'ai été sensibilisé en même temps très tôt au problème de l'archéologie préventive, mais en même temps donc la France, c'est l'arrivée, c'est là où le néolithique va pas plus loin, puisque le néolithique dans nos régions est inventé au Proche-Orient, crée un boom démographique, et que le surplus de population part dans différentes directions, l'Afrique du Nord, le Caucase, l'Asie centrale, et donc l'Europe. Et donc quand il arrive en France, c'est là où on ne peut pas aller plus loin, jusqu'à Christophe Colomb. Donc j'ai travaillé avec mes collègues, mon équipe de recherche CNRS, pendant plusieurs années, puis après je me suis dit ce serait intéressant de voir le début, donc
après, avec ma collègue de Paris, Marion Lichardus, on voulait aller dans les Balkans. Et donc en Grèce, comme je vous disais, c'était trop compliqué. J'ai un peu fouillé, et on s'est mis en Bulgarie parce que là, les Bulgares savent qu'ils viennent d'ailleurs, les Slaves et puis ce qu'on appelle les Bulgares proprement dit. Donc là, on avait beaucoup moins de problèmes. Bon, il fallait traiter à l'époque avec le comité central, le ministre, etc. Mais là, on pouvait fouiller comme on voulait. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai fouillé essentiellement pendant 25 ans, essentiellement en Bulgarie, pour justement reconstituer, voir comment les choses évoluaient. Alors effectivement, j'ai fait des missions dans différents pays. Je me suis beaucoup intéressé au Japon, qui est un pays où les gens n'ont pas inventé l'agriculture pendant très longtemps, et ils ont continué à être chasseurs-cueilleurs et ils étaient très contents. Donc j'ai regardé des choses dans différents pays, mais effectivement, il faut bien être quand même spécialiste de quelque chose. Vous disiez que j'écrivais aussi bien des choses accessibles que des choses compliquées. J'ai écrit des articles très pointus sur le néolithique balkanique, où on est à peu près 10 à se comprendre, dont 5 qui ne sont pas d'accord. Donc il faut aussi faire de la recherche fondamentale, comme dans n'importe quelle science, en même temps qu'on essaie de diffuser, ce qui est pas évident en France, parce que justement ce mot, si on cherche un mot, c'est vulgariser, et vulgariser, c'est vulgaire. Pendant longtemps, c'était mal vu, d'ailleurs, au CNRS à l'université. On n'a pas tellement d'autres mots, diffuser, populariser. Valoriser, on dit aujourd'hui. Oui, valorisation de la recherche. Oui, c'est ça, avec le contexte financier, effectivement. Alors, à propos de contexte financier, un monument de la philosophie et de la politique sur votre livre, sur votre liste, le Capital de Karl Marx. Pourquoi vous l'avez mis sur la liste ? Parce que j'ai jamais eu le temps de le lire, donc je me suis dit j'aurais rien à faire sur cette île, donc autant le lire une bonne fois pour toutes, parce que j'ai lu tout le reste. J'ai même avec une amie, on a fait une des traductions du programme du Parti communiste de 1848. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand on le relit, en fait, tout a été réalisé par le patronat au fil du temps, parce qu'ils demandent des choses impossibles, la journée de seulement 10 heures, un jour de repos. Et à l'époque, on disait que on allait mettre le pays à l'agonie si on appliquait tout ça. Puis ça a été tranquillement. Le capitalisme est un système qui sait quand même très bien s'adapter. Donc oui, l'idéologie allemande, tas de choses. J'étais membre des étudiants communistes à l'époque, où il y avait à peu près toutes les gammes possibles. J'ai jamais été gauchiste, justement. Je suis resté sorte effectivement de social-démocrate de gauche. J'ai jamais changé à peu près de ligne politique, contrairement à beaucoup de mes camarades de l'école normale supérieure, qui à l'époque étaient des maoïstes purs et durs. Et donc le marxisme me semble quand même un horizon en grande partie indépassable, même si à la lettre, eh bien, ce qu'il avait prévu s'est pas passé. On a essayé d'appliquer le communisme dans des pays sous-développés pour les développer, comme en Russie ou en Chine. Donc ça a débouché sur des dictatures. L'Angleterre, au contraire, les pays occidentaux ont été capables de se développer. Mais donc, comme j'ai jamais eu le temps de lire le Capital, et plutôt en français qu'en allemand, je me suis dit que ces vacances que vous m'offriez étaient l'occasion de le lire pour de vrai. Voilà. Et d'ailleurs, comme il n'y a pas, à part Marx, d'autres titres sur votre liste de livres de sciences humaines et sociales, je me suis demandé quel lecteur vous étiez des autres disciplines des sciences humaines et sociales. Est-ce que vous arrivez à résister un peu à ces logiques de spécialisation auxquelles on est tous confrontés désormais? Est-ce que vous picorez de temps en temps, vous lisez de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, évidemment, j'imagine? En fait, moi, je lis pratiquement que des sciences humaines. En fait, je vous disais que j'ai lu très peu, ou pas, quasiment par accident, des romans contemporains. Je lis essentiellement des sciences humaines, donc beaucoup d'histoire, effectivement, beaucoup d'anthropologie, d'ethnologie, de sociologie, d'économie. Enfin, j'essaie de rester à peu près au courant de l'état des choses, parce que une des grandes questions qu'on a
L'archéologie, c'est justement la naissance de l'État, pourquoi les inégalités, etc. Et ça peut être que au croisement de plein de disciplines. Donc c'est l'essentiel de mes lectures, mais une fois que je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai mis en fiche, etc. Donc j'ai pas besoin de l'emporter sur une île déserte. C'est pour ça qu'il y a, il y a peu de il y a peu de sciences humaines parce que c'est déjà plus ou moins intégré. Je ne sais pas si on a le droit d'emporter ses fiches et son ordinateur, mais en tout cas... tout peut se négocier, voilà. mais donc on retourne à la littérature et à l'occasion de lire la littérature, et encore une fois avec des textes, un texte classique et des volumes classiques, là aussi c'est un peu de la triche, à la recherche du temps perdu. Oui, là c'est pareil parce que je l'avais commencé quand j'avais 20 ans avec une espèce d'enthousiasme. Je me souviens encore des premières pages de la recherche, de la description de Combray et tout. Et j'étais allé jusqu'à du côté jusqu'à Guermantes, quoi. Et j'ai jamais dépassé. Et régulièrement, tous les 5 ou 10 ans, je me dis, ah non, il faut quand même que je recommence. À l'époque, mes parents l'avaient en Gallimard en 15 volumes, je crois. Maintenant, c'est bouquin en 3 volumes. Les bouquins, c'est trop souple, c'est pas du tout ergonomique. Donc régulièrement, je m'y remets. J'ai plein d'amis qui m'ont expliqué que c'était indépassable et tout. Donc je me suis dit, l'île déserte, je sais pas pour combien de temps. Là, il faudrait vraiment que je m'y mette. Il faut être sérieux. Il faudrait vraiment lire la recherche. Mais c'est vrai que j'ai jamais réussi à aller plus loin pour l'instant. C'est comme Ulysse de Joyce, qui est censé être le truc indépassable. Régulièrement, je lis les premières pages et puis ça me tombe des mains, sans parler de Finnegan's Wake. Donc voilà. Donc la recherche, il faudrait vraiment que je la lise en entier, mais j'ai pas tellement de temps parce que j'ai un programme de travail qui, malgré la retraite, hélas, est trop chargé. Et là, si j'étais déchargé effectivement de toute obligation, j'essaierais de le lire au moins jusqu'au bout une fois, quoi. Ça vous arrive aussi j'imagine, mais de laisser en plan des livres qui ne sont pas des livres de littérature, des livres de sciences humaines, où vous avez une autre manière de lire qui fait que, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement la lecture linéaire du début à la fin, c'est plutôt une espèce de vue d'ensemble, le fait de passer 2 heures avec un livre, ou 2 jours, ou 2 semaines, en fait. C'est-à-dire que ça m'arrive effectivement de parcourir dans un premier temps très, très vite un livre pour savoir à peu près ce qu'il y a dedans, mais ensuite je suis assez tâcheron, donc je lis, je prends des notes, sur un ordinateur. Maintenant, j'ai plutôt tendance, si le livre m'intéresse, si je vois que ça m'apporte pas grand-chose. Pour les polars, en revanche, j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie quand j'étais jeune, surtout qu'Agatha Christie, en deuxième noce, quand elle a quitté Monsieur Christie, a épousé un jeune archéologue, Max Mallowan, et elle aurait dit épousez un archéologue, plus vous vieillirez, plus il vous aimera. Et donc j'aimais bien, mais ensuite à chaque fois j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc maintenant quand je tombe par hasard sur un polar, et je sais que si je commence à le lire, comme les Le Carré qui sont quand même de très haut niveau, mais c'est variable, je sais que je vais passer la nuit à le lire. Donc si je tombe sur un polar, je lis tout de suite les 10 dernières pages et je sais comment ça finit et ça m'évite le temps de le lire. Donc pour les livres de sciences humaines, je fais un peu différemment, mais effectivement, il y en a, je vois à peu près ce qu'il y a, mais quand c'est vraiment important, je prends des notes. Vous êtes un relecteur aussi ? En sciences humaines, si j'en ai besoin, oui, si j'ai besoin de reconsulter. Là, j'ai pas mis de livre de préhistoire, par exemple, mais pour moi, le livre de préhistoire le plus important, c'est celui d'André Leroy-Gourhan qui s'appelle Le geste et la parole, 1964. Je pense que comme vision globale de l'humanité, ça n'a pas vraiment été dépassé, même si l'information préhistorique a beaucoup changé depuis son époque. Mais sinon, effectivement, j'en ai pas mis parce que c'est plus des outils d'aide au travail que des choses nécessaires.
Alors, il y a d'autres monuments littéraires, d'autres domaines, y compris des choses peut-être considérées, moins bien considérées, comme pouvait l'être la bande dessinée dans votre milieu, puisque je vois Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Oui. Ben, j'ai mis du temps à rentrer dedans, effectivement, parce que de mes générations, quand ça a été découvert dans les années 70, il y avait des gens fanatiques. Moi, j'ai attendu un peu, mais il faut dépasser 100 premières pages. Et après, effectivement, je suis parti dedans. Et Tolkien était justement un collègue, un professeur d'université, donc c'est très érudit. Et je préfère celui George Martin, qu'on appelle le Tolkien américain, qui a donné lieu à la série Game of Thrones. Je trouve que c'est Tolkien beaucoup plus intéressant, même si effectivement il n'y a pas de sexe, alors que c'en est plein dans Game of Thrones. J'ai écrit un article d'ailleurs sur Game of Thrones dans un livre collectif sur Trône de fer et les sciences, où il y a un paléontologue, un climatologue, un linguiste, et moi j'ai fait la partie archéologique et historique de Game of Thrones, mais je ne suis pas du tout un fanatique de Game of Thrones. Le peu que j'ai regardé de la série, c'était par intérêt ethnographique sur la société contemporaine, mais ça ne m'a pas beaucoup intéressé, tandis que je trouve Tolkien beaucoup plus riche. Et puis, ça a eu un aspect un peu thérapeutique à un moment. Il y a une grande bataille qui s'appelle la bataille du gouffre de Helm. Et au moment dans les premiers temps de l'INRAP, l'INRAP était à peine construit, que ça a été remis en cause parce qu'il y a eu un changement de majorité parlementaire en juin 2003. Et pendant plusieurs mois, il y a eu juin 2002, oui. Il y a eu le risque, enfin, il a été question de supprimer l'INRAP, de revenir sur la loi, etc. Et j'étais confronté à ça. Je passais devant des commissions parlementaires où je me faisais insulter, traiter de rond de cuir irresponsable. Et comme vous êtes président d'un grand établissement public de 2000 personnes, si on vous insulte, vous pouvez pas répondre. Vous êtes mis au devoir de réserve. C'est les élus de la République qui vous insultent. Et donc j'ai passé quelques mois vraiment horribles. Et donc de manière pédagogique, le soir, je relisais la bataille du gouffre de Helm, où à la fin les méchants sont battus, etc. Donc ça dure 30 ou 40 pages. Et c'était ma manière à moi, plutôt que de prendre des antidépresseurs, de voir ça. Et je trouve que les films sont pas mal faits, même si ils ont zappé pas mal de choses. Et je trouve que c'est effectivement, comme c'était un grand érudit, je trouve que c'est assez riche, effectivement. Il y a longtemps que je n'ai pas relu, mais je trouve que c'est une épopée, puisque justement, la montagne a un côté épique, de même que mon musicien préféré, à part Beethoven, c'est Wagner, que j'ai eu comme cadeau de mes 75 ans d'aller voir le Ring à Bayreuth en vrai. Donc, même de temps en temps, Wagner, il faut le prendre au second degré. Mais enfin, j'ai un rapport un peu à l'épopée, comme ça, dans l'existence en général. Et donc, le côté Tolkien m'allait bien. Vous avez choisi Tolkien, vous parliez de vos lectures de polar. Comment, quel rapport vous avez avec l'idée qu'il y a une haute littérature et une littérature plus populaire? Est-ce que ça a du sens pour vous ou pas du tout? Non, pas tellement. Ça dépend de ce qu'on appelle les littératures populaires. Effectivement, c'est quand même des choses qui sont extrêmement variées et puis qui peuvent changer. Hein. Des choses qui sont populaires au début deviennent de la grande littérature ensuite. Tolkien, il a dû être considéré comme une littérature mineure. Donc, il n'y a pas forcément de différence. Après, il faut voir au cas par cas. Vous êtes mis à lire de la bande dessinée alors?
Pardon ? Vous vous êtes mis à lire de la bande dessinée en dépit de l'interdit initial? Oui, mais oui, à la fin. Par contre, j'ai jamais été dans le Coca-Cola et le chewing-gum, qui sont restés deux interdits que je respecte et que j'ai pas pu toujours respecter, parce que quand je travaillais dans les pays de l'Est et qu'on était conducteur d'une voiture, le taux d'alcool c'était 0,0. Donc les gens qui savaient que je conduisais, pour me faire plaisir, m'offraient du Coca-Cola, qui était la chose la plus belle et qu'on pouvait offrir à un étranger. Et là, j'ai souffert beaucoup. On revient de la littérature plus classique et on revient au 19e siècle avec deux auteurs coup sur coup. Allez, on commence par Stendhal, Le Rouge et le Noir. Oui, sur le... J'ai effectivement dévoré le Rouge et le Noir quand je devais être en seconde ou en première. J'ai dû le lire avec une lampe électrique sous les draps pour pas me faire opérer par mes parents. J'ai dû passer la nuit à le lire et j'ai passé à un moment, parmi les études universitaires, j'ai passé une thèse de préhistoire en Allemagne à l'université de Saarbrück à la fin des années 70. Et dans le système allemand, vous avez un mémoire, vous avez la thèse, mais vous avez deux examens complémentaires, donc que vous choisissez. Hein. C'était l'archéologie orientale et l'autre c'était la littérature française. Hein. Et donc j'avais choisi Stendhal justement. Et donc effectivement, j'ai mis plus le Rouge et le Noir que la Chartreuse de Parme. Mais effectivement, quand on est adolescent, on est forcément un peu un héros stendhalien. Et puis il y a un passage de Stendhal qui m'a toujours ensuite, qui revenait régulièrement, c'est quand la nuit tombe, il y a Madame de Rênal à côté de lui, et il se dit, quand 10 heures vont sonner au clocher, je tiendrai la main de Madame de Rênal dans la main. Donc des fois, dans mes aventures amoureuses du temps jadis, ça m'arrivait de repenser à ce passage et de compter à rebours pour mieux profiter du moment où on ne va pas encore se déclarer, quitte à se prendre une gifle d'ailleurs, ou un râteau comme on dit, mais de laisser, de goûter ce temps immobile où on va basculer dans autre chose, dans la relation avec quelqu'un. Sauf que dans le Rouge et le Noir, ça finit mal, puisque effectivement, Madame de Rênal le dénonce quand il veut épouser, etc. Il lui tire dessus, il la blesse pas, mais à l'époque, c'était mal vu, donc il est guillotiné, etc., etc. Mais donc, effectivement, d'ailleurs, je suis pas sûr de l'avoir jamais relu depuis mes 16 ou 15 ans, mais je suis resté. Si, j'ai dû le relire justement pour cet examen allemand dans les années 70, mais je l'ai pas relu depuis en tout cas. Donc plus Stendhal que Flaubert ou Balzac? Balzac, oui, j'ai lu, mais comme ça, plus comme témoignage sur l'époque. Il y a Rubin Pré, À nous de Paris, etc. J'ai bien aimé, effectivement. Flaubert aussi. Hein, voilà, comment s'appelle cette affreuse histoire d'adultère qui finit mal de la dame. Madame Bovary, voilà, c'est ça, voilà. D'autant plus que Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Donc effectivement, j'aime bien Flaubert, etc. Mais bon, c'est quand même, ça finit mal. Balzac souvent aussi. Cela dit, Stendhal, ça finit mal aussi, mais la Chartreuse de Parme, pareil, puisqu'il finit enfermé dans un couvent, mais il y a quelque chose de plus effectivement juvénile et héros que Flaubert, où quand même c'est justement décrire le quotidien sinistre. Un autre monument du 19e, Victor Hugo, Oui. Vous avez choisi Les Châtiments. Oui, parce que je trouve que c'est un des plus beaux pamphlets politiques que je connaisse.
j'aime pas du tout Napoléon III et encore moins Napoléon I. J'ai trouvé scandaleux que des gens disent oui, il faut commémorer Napoléon, mais il faut pas commémorer la Commune. Oui, mais quand même, Napoléon, c'est le Code civil, mais le Code civil, la Révolution l'aurait fait sans lui. Il y aurait de toute façon eu un Code civil. Le rétablissement de l'esclavage, c'est lui. Les centaines de milliers de morts, c'est lui. Donc je vois pas pourquoi. Et donc justement, les châtiments, c'est le châtiment de Napoléon I, c'est Napoléon III, qui est une espèce de réplique ridicule, puisque, comme on dit, quand l'histoire se répète, c'est une farce la deuxième fois. Alors, c'est bien vu ces temps-ci de réhabiliter Napoléon III, qui était moderne, qui voulait moderniser, etc. Mais enfin, il commence quand même par un coup d'État, etc. Et donc, les châtiments, la description de Napoléon, de Napoléon III, un mois plus tard, cet homme entrait à Notre-Dame, l'archevêque était là, de gloire triomphant, sur une croix dressée au fond du sanctuaire. Jésus avait été cloué là pour qu'il restât, etc. Et au vent qui, cieux qui vite ces gens, soleil qui vit Néron, vent qui poussait jadis hiver qu'après, et Monet, etc., sa galère dorée, dites si l'assassin dépasse Listrion. Non, si Listrion dépasse l'assassin. Enfin, c'est extrêmement fort. Et là, je relis pour me faire plaisir des fois. Je trouve que c'est un des... Enfin, tout Victor Hugo, aussi bien les romans, la légende des siècles, etc. Mais là, les châtiments qu'il a écrit peu de temps après le coup d'État de Napoléon, je trouve que ça reste tout à fait actuel. Ça se lit en parallèle du 18 Brumaire aussi, non ? Oui, bien sûr, oui. Pour revenir à Marx. Oui, c'est la punition à la fin. Tout à la fin, on apprend que c'est la punition du 18 Brumaire, et c'est quelque chose qui peut rester actuel pour tous les coups de force institutionnels qu'on peut trouver de nos jours. Alors, dernier titre sur la liste, mais après, très rapidement, je vous demanderai quand même de commenter le banc des remplaçants, parce que vous en avez mis deux sur le banc des remplaçants qu'on va faire entrer en faisant un peu de coaching, comme on dit maintenant, illégalement, du football. Mais ce dernier titre qui est officiellement sur la liste, c'est Belle du Seigneur. Ouais, c'est un très beau roman d'amour qui finit mal, en général, comme tous les romans d'amour, du moins ceux dans la littérature. Oui, j'aime beaucoup ce roman épais, qui est extrêmement varié. La scène où Solal séduit l'héroïne, alors qu'elle n'en veut pas du tout au début. La description, puisque Albert Cohen travaillait à la défunte Société des Nations. Il y a aussi des descriptions justement des personnages, donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce texte. Ça m'arrive de l'offrir justement de ce point de vue. Je trouve que c'est effectivement un des plus beaux romans d'amour. Je ne sais pas s'il a vieilli maintenant. J'ai pas d'avis, j'en ai pas parlé récemment à des vrais gens. Autre livre qui, sur le même sujet, mais alors dans un registre et dans un genre totalement différent, André Breton, L'amour fou. J'aimais beaucoup, on a partagé beaucoup ça avec mon premier amour, effectivement, et là je le relis par plaisir, et je l'avais mis au début dans la liste, et puis bon, fallait faire des choix, et bon, c'est le livre qu'on peut prendre par n'importe quel morceau, et qui est toujours aussi fort. C'est difficile de dire quelque chose d'intelligent là-dessus par rapport à Breton, qui était par ailleurs un grand collectionneur d'objets variés, anciens ou récents. Et puis on termine, Jean-Paul Demoule, avec, j'imagine, une lecture d'adolescence aussi. Oui, Le Grand Môle.
Mais c'est aussi parce que je suis berrichon de souche, enfin du moins dans la lignée paternelle. Et donc le Grand Maule se passe dans le Berry, dans la région d'origine de ma famille paternelle. Et c'est un très beau roman qui fait rêver. Et par ailleurs, Alain Fournier, effectivement, est tué dans les premiers jours de la guerre. Donc cette guerre décime une grande partie de l'intelligentsia, puisque les intellectuels, c'était les officiers qui marchaient revolver au poing à la tête de leurs troupes avec des jolis pantalons rouges pour se faire décimer à la mitrailleuse. Et en plus, on a retrouvé récemment la fosse commune où il était, enfin récemment en 91. Et il y a eu un débat auquel j'ai participé pour savoir s'il fallait faire une vraie fouille archéologique pour éclairer les conditions de sa mort, parce qu'il y avait des débats, ou s'il fallait juste appeler le service des inhumations militaires, ce qui m'est arrivé sur des fouilles. Une fois, on a trouvé un soldat anglais en bon état, et donc on a appelé le service des inhumations militaires anglais dans les années 70. Il y a 2 officiers anglais dont c'était la seule fonction. Et donc lui, il est arrivé avec 2 sacs poubelles, il a mis les os d'un côté et le métal de l'autre, et il a dit « ainsi nous finirons tous », et il est reparti. Donc j'ai trouvé que c'était pas très scientifique, parce qu'on avait très bien fouillé le soldat anglais. Et donc Alain Fournier, on a fait une vraie fouille, parce qu'on avait il y avait des rapports allemands qui avaient dit qu'ils avaient attaqué une antenne de soins, un hôpital de campagne, et que donc ils avaient été fusillés pour crimes de guerre. Et en fait, c'est pas du tout les soldats qui étaient enterrés là avaient été tués dans tous les sens. Donc c'était les combats complètement désordonnés des débuts de la guerre qu'on a dû au génie du commandement militaire français, qui font que l'armée allemande était aux portes de Paris en quelques semaines. Donc le Grand Maule, effectivement, c'est un roman à la fois initiatique, qui fait rêver, qui rend compte aussi de ces forêts du Berry, etc. Voilà, donc il entre dans notre île un peu en passager clandestin, mais je l'avais mis au début, oui, c'est vrai. On s'aperçoit avec vous que l'archéologie, ça ne concerne pas nécessairement le néolithique ou la Grèce ancienne, ça peut concerner la Première Guerre mondiale ou un repas à jouer en Josas à la Fondation Cartier avec Daniel Spoeri, mais ça pourrait aussi concerner, puisque vous êtes spécialiste des déchets, les tas de poubelles qui sont dans les rues de Paris en ce moment. Oui, c'est tout à fait intéressant, ces poubelles, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a une archéologie des poubelles, et un archéologue américain, Bill Raschke, qui pendant 1 an a fait l'inventaire avec ses élèves des poubelles de la ville de Tucson en Arizona. Évidemment, pas toutes les poubelles de cette ville d'1 million d'habitants, mais en prélevant des échantillons. Et avec des vrais résultats, montrer que 20% de la nourriture est jetée intacte dans l'emballage d'origine, que c'est les classes moyennes qui gaspillent le plus, etc. Et c'est ça en contradiction avec des enquêtes sociologiques auprès des mêmes personnes, parce qu'on a tendance à sous-estimer ces comportements de gaspillage. Et donc, ça a été tout à fait éclairant. Mais ça... En France, il y a 2 paparazzi, Rostin et Mouron, qui ont fait ça avec des poubelles de stars ou d'hommes politiques, mais en triant quand même, en gardant que ce qui était présentable. Et ça n'a pas vraiment été poursuivi. Et il y a effectivement une archéologie du monde contemporain. Mais quand j'ai fait la fouille du déjeuner sous l'herbe de Daniel Spoeri, eh bien, on nous a refusé. J'avais demandé, comme un archéologue sérieux, une autorisation de fouille. C'est la dernière que j'ai demandé, on me l'a refusé sur la base, c'est pas de la vraie archéologie, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas de l'archéologie. Mais il n'y a rien qui définit ce qu'est l'archéologie. L'archéologie, c'est l'étude d'une société à travers ses traces matérielles. Ce banquet-là, c'était
traces de ce que pouvaient être 100 personnes du gratin de l'art branché parisien des Épiphiou dans les années 80, auxquels on dit que ça va être enterré, donc on demande d'apporter leurs couverts et des objets personnels. On s'aperçoit qu'ils sont très radins parce qu'ils apportent des assiettes arcopales, des verres Duralex et des couverts de pique-nique, et comme objet personnel, ils laissent une vieille brosse à dents, des pièces de 5 centimes, etc. Donc certes, ces micro-histoires, ça a permis aussi de comparer d'ailleurs les différences entre les souvenirs des gens et ce qu'on trouvait, et c'était déjà pas la même chose au bout de à peine 30 ans. Mais c'est aussi de l'archéologie. Donc l'archéologie, c'est effectivement les vestiges matériels de n'importe quelle société. Merci Jean-Paul Demoule. Merci.